comment créer, comment inventer. Telle était ma question. J'avais lu les livres de ma bibliothèque. J'étais allé à la bibliothèque d'Amiens, la bibliothèque Louis Aragon. J'avais visité le musée, la maison Jules Verne. J'étais allé au cinéma. J'avais fait le tour de la cathédrale, vu le marché sur l'eau, les ortillonnages. Mais j'étais à sec. Je ne trouvais pas d'inspiration. Alors je me suis dit, va voir les anciens du village. Comme j'habite à Allonville, je suis allé voir les vieux d'Allonville. Et les vieilles. Les vieux et les vieilles d'Allonville n'avaient pas d'histoire à me raconter. Simplement, ils m'ont dit, lorsque nous avions une question, nous allions voir le héron. Le héron? Oui, tu sais, on passait la grande rue, on passait devant l'école, on passait devant une statue d'Athanas Fossé. Il avait sculpté une vieille qui portait un enfant mort dans les bras, juste devant l'église d'Allonville. Ensuite, il passait devant l'église et derrière l'église, le cimetière, où tous les ans des Allonvillois étaient enterrés, mais il n'y avait aucun d'entre eux qui regermait. Et derrière le cimetière, un pré, fermé par une barrière, rouillée. Et au milieu du pré se tenait un héron, gris, cendré. Certains enfants d'Allonville s'amusaient à faire des concours d'immobilité avec le héron. Mais c'était toujours le héron qui gagnait. Et les vieux m'ont dit que lorsqu'ils avaient une question, ils la posaient au héron et ils le regardaient. Et de temps en temps, le héron levait une patte, tendait un bout d'aile, orientait son bec dans toutes les directions, nord, sud, est, ouest. Et quand ils suivaient la direction proposée par le héron, ils trouvaient réponse à leurs questions. Simplement, le héron avait disparu. Peut-être qu'il était allé pêcher au marais d'à côté. Peut-être que les chasseurs... Peut-être qu'il avait migré. Ce qui fait que je suis revenu à la maison. Ma femme m'a dit alors, tu t'y mets? Comme je ne savais pas quoi faire, je suis allé dans la grange, et puis dans la grange, j'ai trouvé des outils que mon grand-père m'avait légués. Avec grand-père, j'avais jardiné, mais mécaniquement. J'avais suivi ce qu'il me demandait de faire. Aussi, je me suis dit, pourquoi pas créer un jardin? Il y avait une houe un peu rouillée. Alors j'ai pris la houe, et je suis allé au bout de mon terrain, et j'ai commencé à dégazonner. Ma femme m'a entrouvert la fenêtre, elle m'a regardé, puis elle m'a dit « T'es un vrai assassin en herbe, toi. » Je suis retourné à la grange, j'ai pris la bêche, et j'ai commencé à bêcher. Retourner la terre. En retournant la terre, je voyais les lombris de la terre, les intestins de la terre, ceux qui avalent la terre et qui la digèrent, et qui la rendent fertile, qui l'engraissent, qui lui donnent du potassium, du phosphore, du silice. Et au moment où j'étais en train de bêcher, retourner la terre, mon voisin Jacques m'a dit « Tu sais, le temps de la bêche est terminé. On est passé à la grelinette. » Vous connaissez la grelinette? Ça a été inventé en 1963 par M. Grolin. Ça ressemble à une fourchette avec 4 ou 5 pics et 2 manches. Et l'idée, c'est qu'on ne retourne pas la terre, on aère la terre, on ne mélange pas les strates de la terre. Et une fois qu'on l'a aérée, on secoue la grelinette pour l'émietter et ensuite on peut semer. Alors je suis allé à Virgule Point Vert et j'ai acheté une grelinette.
Quand je suis revenu à la maison et que j'ai montré la grelinette à ma femme, quand elle a vu les deux manches, elle m'a dit que toi, ça fera 3. Comme vous dites. Je suis allé dans le jardin, j'avais dégazonné, j'ai pris la grelinette et j'ai commencé à greliner. Pendant 3 jours, j'ai greliné. La terre avait été aérée, la terre avait été émiettée. Alors je suis allé acheter des graines. J'ai tracé les sillons. Mais juste avant de mettre les graines, je me suis souvenu de ce que me disait grand-père. Il me disait, avant de semer, il faut attendre que la terre soit amoureuse. Et vous savez comment on sait que la terre est amoureuse? Eh bien, il faut attendre que les rayons du soleil l'aient bien réchauffée et qu'il y ait beaucoup de lumière. Et là, quand la terre est bien chaude, on peut semer. Alors j'attendais que la terre devienne amoureuse, et en attendant que la terre devienne amoureuse, j'avais posé ma question à Jacques, en disant que je cherchais à créer une histoire. Jacques m'a dit, viens chez moi, je vais te montrer. Jacques avait une bibliothèque énorme. Et dans sa bibliothèque, il a sorti un livre. Dostoïevski. Un livre très épais. Il m'a dit, t'as qu'à lire Dostoïevski, et là, tu trouveras l'inspiration. Dostoïevski, le premier livre que j'ai lu, 1000 pages, ça faisait. Il y avait tellement de personnages dans le livre que j'ai dû faire un arbre généalogique pour m'y retrouver. Bon, il écrivait des choses pas inintéressantes. Hein. Il a écrit, par exemple, « Les gens sont malheureux parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont heureux. » La beauté est une énigme. Bref, j'avais lu le premier livre de Dostoïevski, mais comme je ne trouvais pas l'inspiration, j'en ai lu un deuxième et puis un troisième. Mais comme au troisième, je ne trouvais toujours pas, je suis allé voir Jacques et je lui ai dit « Pourquoi tu m'as proposé de lire Dostoïevski ?» Jacques m'a dit « Dostoïevski, il a écrit quelque chose de formidable. Il a écrit « Les peuples heureux n'ont pas d'histoire à raconter. » Ben, je lui ai dit « C'est bien ma veine. Moi, je cherche une histoire à raconter et toi, tu me proposes un écrivain qui a écrit que les peuples heureux n'ont pas d'histoire à raconter. » Je n'ai pas envie de connaître le froid, la faim, la guerre, la famine. J'ai cette chance-là, moi. Je n'ai pas envie de connaître tout ça pour écrire, pour créer. Enfin, toujours est-il que pendant ce temps-là, eh bien, la terre s'était réchauffée, alors j'ai semé les radis, j'ai semé les carottes, j'ai semé les navets, j'ai planté des pommes de terre, les germes sur le haut, j'ai repiqué des choux et j'ai semé des haricots. Il y avait des haricots nains, des haricots normaux, et il y avait des haricots à rames. Vous connaissez les haricots à rames, vous? Non. Eh bien, il faut couper des branches de noisetier. Il faut les planter en terre. Vous plantez le haricot, et là, il pousse autour de son support. Et il grandit très haut. Il peut aller jusqu'à 2 mètres de haut. Et si on regarde bien de près les haricots à rames, on voit qu'au bout de la tige, ils ont comme un tout petit lasso.
Et si on regarde de très près, on voit qu'au bout de la tige, il y a comme un petit lasso qui est toujours en train de danser. Mais comment fait le haricot arabe pour grimper? Comment fait-il pour s'accrocher? En fait, c'est comme s'il était séparé en deux. Une partie molle, une partie rigide. Et puis la partie rigide devient molle, et la partie molle devient rigide. Et ainsi, de rigidité en mollesse, le haricot se met à danser dans les airs. 2 mètres de haut, il faisait. Ce qui fait que la tige n'est pas très épaisse et que ça produit beaucoup de haricots. Alors je suis allé dire ça à ma femme. Les haricots faisaient maintenant 2 mètres de haut. On allait pouvoir beaucoup en récolter. Elle serait sûrement contente, mais quand je suis arrivé dans la cuisine, que je lui ai raconté ça, elle m'a dit « Tu te rends compte, des haricots 2 mètres de haut, il va falloir acheter un escabeau maintenant. » Ça m'a énervé. Ah oui, là, ça m'a énervé. Alors j'ai pris les clés de l'auto, j'ai démarré l'auto et je suis allé acheter une fourche bêche. Je suis revenu avec la fourche bêche, toute neuve elle était. Je suis allé devant le pommier et pas très loin du pommier, j'ai commencé à creuser. J'ai creusé pendant une journée. Au bout d'une journée, le trou m'arrivait jusqu'au mollet. Au 2e jour, jusqu'au genou. Au 3e jour, jusqu'au bassin. 4e jour, 5e jour, 6e jour. Au 6e jour, j'ai arrêté de creuser parce que sinon, je n'aurais pas pu sortir de là. C'est comme si ça était ma tombe que je creusais, ma foi. Alors au 6e jour, fatigué, harassé, exténué, des ampoules plein les mains, ben, je suis rentré à la maison, je me suis glissé dans le lit et j'ai dormi. Je ne suis pas sorti de chez moi pendant 6 jours et pendant 6 nuits. Et le 7e jour, quand je suis sorti de la chambre, quand j'ai regardé par la baie vitrée, ma femme m'a dit « T'as vu ce que t'as fait là ?» Ben, je dis « Oui, j'ai creusé. » « Et qu'est-ce que t'as trouvé ?» Ben, un tesson de bouteille, un petit bout de poterie qui vient peut-être des Romains. J'ai trouvé un liard. Un liard, une pièce ancienne. Elle m'a dit « T'as vu ce que t'as fait? Va voir d'un peu plus près. » Je suis allé voir de plus près le trou que j'avais creusé. Il y avait le trou. À côté, il y avait le tas de terre que j'avais extrait du trou. Mais le trou était rempli d'eau. Il avait plu pendant 6 jours et pendant 6 nuits. Le trou était devenu marre. Ma femme m'a dit, tu vas devoir reboucher le trou. Mais si je rebouche le trou, le potager va être inondé, des radis et des haricots, on ne pourra pas en manger. Ne sachant que faire, je me suis assis sur le tas de terre et j'ai regardé. J'ai regardé la mare que je venais de créer. Et puis j'ai vu une petite fourmi là qui est arrivée. J'ai servi de montagne à une petite fourmi qui m'a escaladé. Et voilà que tout à coup, la petite bête du bon Dieu à 7 points noirs est arrivée. Ah, je lui ai donné. Et puis l'autre main encore. Et encore l'autre main. Et puis une autre main encore, oui. Et la coccinelle s'est envolée. Juste à côté, il y avait le pommier. Mais comme il y avait de l'eau qui était arrivée, il y avait des oiseaux. Des oiseaux qui arrivaient en quantité, dis donc. Les mésanges bleus. Un chardonneret élégant qui... Une tourterelle. Dans son bec. Une brindille. Elle allait peut-être construire un nid. Un bouvreuil. Un verdier. Des oiseaux de passage. Comme le village. Les moineaux, et puis l'écureuil. L'écureuil qui sautait de branche en branche. Agile il était. Et l'écureuil descendait par le tronc, il allait boire de l'eau. Et tous les oiseaux qui allaient boire, qui faisaient des ronds dans l'eau et qui se lissaient les plumes et qui se baignaient. À la surface, il y avait un petit animal qui marchait sur l'eau.
un guérisse. Il glissait sur la peau de l'eau. Une notonnette. Elle semblait nager à l'envers comme un nageur dans une barque qui regarderait le ciel et elle ramait. Oh. Une grenouille rousse et un crapaud. Un crapaud avec des œufs sur le dos. Un crapaud avec des yeux en or, avec la pupille toute verticale. 40 œufs sur le dos, reliés comme un vrai collier. C'était un crapaud accoucheur. Pas plus gros que ça, il était. Je savais que chez les crapauds accoucheurs, ce sont les mâles qui s'occupent des œufs, comme chez les hippocampes. Il a transporté les œufs sur son dos pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Il les protégeait de la lumière et de la chaleur. Et au 41e jour, il a sauté dans l'eau, et là, les œufs ont éclos. Alors je suis rentré à la maison. J'ai raconté à ma femme les oiseaux, l'écureuil, le crapaud accoucheur, oui. Justement, à la télévision, c'était le mariage pour tous. Ça nous racontait qu'il fallait un homme, une femme, pour avoir un enfant. Et là, je me rendais compte que parfois, chez les animaux, c'est un peu différent. Mais ça ne l'a pas intéressé, ma femme. Elle m'a dit que tu restes à la surface des choses. Ce serait bien que tu creuses davantage, tu vois. Alors là, en colère, j'étais. Tellement en colère que j'ai repris l'auto et je suis allé chez Decathlon. Chez Decathlon, j'ai acheté une paire de palmes, j'ai acheté une tenue de plongée, j'ai acheté un masque et un tuba. Quand je suis revenu à la maison et que j'ai enfilé la combinaison, ma femme était un peu surprise. Je suis sorti par la baie vitrée, j'ai marché jusqu'au bord de la mare et là... Quand j'ai passé la tête sous l'eau, la première chose que j'ai vue, c'était un nénuphar par le dessous, avec une fleur rose et des pétales blancs, comme le cou d'une femme juste au début du printemps. Et le nénuphar était relié au fond, dans le substrat, par une racine. On aurait dit un bébé et son placenta. J'ai vu les plantes aquatiques, j'ai vu le myriophile, celle qui donne de l'oxygène dans l'eau, pour que les animaux puissent s'oxygéner, pour qu'ils puissent vivre. Et surtout, j'ai vu le potamo. Moi, je me suis dit, si tu te fais un lit avec un potamo, t'as qu'à l'écouter. Il va te causer, puis... Simplement, le potamo, comme le héron, ne parlait pas. Et là, j'ai vu à un moment donné une petite araignée qui descendait dans les profondeurs, qui tissait sa toile dans les fleurs de potamo et qui remontait à la surface. Et là, à la surface, elle allait chercher des bulles d'air. Et elle ramenait des bulles d'air dans le fond de l'eau. Et au fur et à mesure où elle ramenait des bulles d'air, elle se fabriquait sa cloche. Comme un sous-marin qu'elle avait. L'araignée argironnette s'est glissée dans sa cloche d'air et elle attendait. Quand tout à coup elle voyait passer une notonnette, elle te la dévorait. Je suis allé un peu plus profond dans la mare et j'ai vu une pierre. Et sous la pierre, il y avait un crapaud. Et juste à côté de la pierre, j'ai vu une trappe. Une espèce de porte en bois. J'avais pas vu cette trappe quand j'avais creusé. Bon, mais je me suis dit, je
Je vais ressortir de l'eau, je vais raconter à ma femme qu'il y a une trappe là dans le fond. Ça va l'étonner. Ouais, mais je me suis dit, si je sors de l'eau, que je raconte à ma femme qu'il y a une trappe, elle va me dire, mais pourquoi t'es pas allé voir ce qu'il y a derrière? Moi, je me suis dit, peut-être qu'avant de chercher, je vais peut-être prévenir ma voisine. Celle qui est juste en face, Jacques. Il y a nos jardins qui nous séparent. Mon autre voisine, c'est Madame Rustica. Madame Rustica, c'est Madame Dicton. Par exemple, elle dit à la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. Voilà. À la Saint-Anatole, confiture dans la casserole. Super. Qui pisse contre le vent se rince les dents. Elle disait tout ça, Madame Rustica. Et entre son jardin et le mien, il y avait un arbre qui était planté. Et je savais que cet arbre donnerait de l'ombre à mon jardin. Alors je lui ai demandé si elle ne pouvait pas le couper. Parce que de l'ombre au jardin, ça donne moins de légumes à profusion. Et elle a accepté. Madame Rustica a fait venir un bûcheron, elle a fait couper l'arbre, l'arbre est tombé. Et voilà qu'elle a marché le long du tronc. Et qu'elle s'est enfoncée une écharpe dans son mollet. Et le mollet ne s'est pas cicatrisé. Madame Rustica, elle s'est soignée, mais ça ne guérissait pas. Alors elle s'est mise en colère. Elle m'a demandé pourquoi je lui avais obligé à faire couper cet arbre-là. Je lui ai rappelé qu'elle était d'accord. Bon, à un moment donné, elle a guéri, mais elle ne voulait plus me parler. Sauf que, comme je m'étais mis à jardiner, mon beau-frère m'avait amené du fumier. Parce que du fumier sur les rosiers dans le jardin, ben, ça fait profiter. Et quand j'ai commencé à répandre du fumier dans mon jardin, Madame Rustica, elle m'a bien zioté. Je lui ai dit à ce moment-là, dites donc, Madame Rustica, du fumier, vous en voulez? Ben, elle m'a dit oui. Et du coup, on s'est rabiboché. Comme quoi, parfois, c'est en semant la merde chez le voisin qu'on finit par se réconcilier. Je suis allé raconter à Mme Rustica qu'il y avait une trappe, mais elle ne m'a pas cru. Bon, je dis, si elle ne me croit pas la peine d'en parler à ma femme, j'ai replongé dans l'eau, et là, j'ai ouvert la trappe, et derrière la trappe, il y avait un tuyau. Je me suis glissé dans le tuyau, j'ai nagé comme j'ai pu, et au bout du tuyau, il y avait une espèce d'intersection. Et là, j'ai pu remonter ma tête à la surface, j'ai pu respirer, et à cette intersection, il y avait 4 grandes directions, 4 autres tuyaux il y avait. Bon, je me suis dit, je vais prendre le premier. Et j'ai nagé dans le premier tuyau. Je suis remonté à la surface de l'eau, là, j'étais bien étonné. Parce que devant moi, il y avait comme un immense glaçon. Un espèce d'iceberg, c'était. Et juste à côté, il y avait une plage. Et sur la plage, il y avait des hommes en queue de pie. C'était une réunion de musiciens, peut-être, ou de chefs d'orchestre. Peut-être un mariage auquel j'allais assister. Je regardais. J'étais à la surface de l'eau et j'observais. Et tout à coup est arrivée une femme en survêtement bleu. La femme, elle tenait un seau. Elle a posé le seau par terre. Du seau, elle en a sorti un poisson. Un hareng. Elle t'a pris le hareng et... C'était pas des hommes en cul de pique, je voyais, c'était des manchots. Des manchots qui mangeaient des harengs. J'étais arrivé au zoo d'Amiens, au milieu du bassin. Et voilà qu'elle te jetait les poissons en l'air. Et voilà qu'il te les avalait tout crus. Et voilà qu'elle te les appelait par leur prénom. Il y avait Gérard Manchot. Il y avait Claire Manchot. Et il y avait surtout Bonaparte.
que quand tu habites au pôle, c'est toujours important d'avoir un bon appartement chaud. Et puis la femme, elle a cessé de jeter des poissons, il n'y en avait plus. Elle s'est mise devant les manchots et... Si elle préparait pas un spectacle avec les otaries. Et puis une fois la danse terminée, j'ai vu un manchot qui s'est retourné vers moi, il m'a regardé. Un gros mâle c'était. Peut-être qu'il m'a pris pour un de leurs rivaux, avec mon masque et mon tuba. Il a plongé comme une torpille dans l'eau. Alors vite, vite, moi j'ai nagé dans le conduit et j'ai rejoint l'intersection. Avec leur bec, tellement coupant. Sûr qu'ils m'auraient... Bon, je me dis, je vais raconter tout ça à ma femme, aux eaux, le bassin, les manchots que j'avais pris pour... Ouais, mais bon, comme il restait 3 conduits, je vais peut-être avoir le temps d'en explorer un... Et là, le crawl, je crois que j'aurais pas dû. Parce que quand je suis arrivé au milieu de ce bassin-là, t'en prenais plus avec ton nez qu'avec une pelle. C'était ocre, marron, noir. Ça sentait pas mal les eaux usées. Derrière, il y avait un autre bassin avec des joncs. Et derrière encore un 3e avec une grande centrifugeuse.